Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je sais que le sujet est extrêmement sensible. Il fait chaud. Il fait plus chaud. On a battu des records. Ça a été le mois de juillet le plus chaud de toute l'histoire de l'humanité. Alors, je vais être très clair. Moi, je ne suis pas un climato-sceptique, je suis un climato-réaliste. Alors je sais, pour certains, à leurs oreilles, ce terme peut à un moment donné friser le blasphème, friser l'hérésie. Le climat, il n'a pas attendu l'infime partie du temps que nous savons en tant qu'humanité pour s'amuser de changer d'humeur constamment. Constamment, qui est d'ailleurs un des faux éléments, que certains essayent de nous faire croire en disant que le climat est constant. Non, le climat n'est pas constant, le climat est variable. Pourquoi ? Tout simplement parce que, justement, le climat subit un nombre incalculable de variables. Alors en effet, la météorologie moderne, depuis un siècle, a réussi à collecter des données de plus en plus précises, afin de pouvoir faire des calculs. Qui plus est, depuis l'apparition des supercalculateurs, d'augmenter la capacité de calcul qu'un être humain mettrait 10 ans à faire. Ce supercalculateur va lui mettre 5 minutes pour dégager des modèles. Je dis bien des modèles. Ces modèles nous permettent, en effet, par la météorologie, d'essayer, je dis bien d'essayer, d'anticiper le temps qu'il va faire. Même si, aujourd'hui, nous avons des outils qui permettent, en effet, d'affiner un pronostic. Et que, assez souvent, le pronostic s'avère vérifié, même s'il existe toujours une marge d'erreur. Mais rien que cette marge d'erreur dénonce bien le fait qu'on n'est pas dans l'absolu concernant la prédiction. Ces modèles, comment sont-ils construits ? Tout simplement, sur un siècle, nous avons collecté des données, nous avons collecté des phénomènes, nous avons collecté des informations et nous avons compilé tout ça pour définir à quel moment il y a eu telle météo avec précédemment tel ou tel phénomène. Pression atmosphérique, température, dépression, anticyclone. Tous ces éléments permettent à un moment donné de dire demain, nous pensons qu'il va y avoir telle météo parce que notre modèle a trouvé 90% d'éléments similaires à ce que nous connaissons aujourd'hui à tel endroit à l'instant T. C'est-à-dire que, par exemple, des données qu'on a pu collecter le 6 janvier 1952 dans la petite contrée commune de Trifouille-les-Oies, eh bien, aujourd'hui, nous avons quasiment les mêmes données, la même situation, la même périodicité. Donc, de par ce modèle du 6 janvier 1952, nous avons exactement à 99% les mêmes données. Eh bien, nous savons que le lendemain, il y a eu telle météo. Et que donc, nous pouvons prédire que demain, il y aura telle météo. Voilà comment les modèles météorologiques fonctionnent. En sachant qu'évidemment, il y a toujours une petite marge d'erreur. Cette petite marge d'erreur fait qu'à un moment donné, peut-être une donnée va être faussée parce que nous n'avons pas
où nous ne possédons pas une autre donnée qui, elle aussi, va rentrer en ligne de compte sur la façon d'avoir une prédiction météorologique par rapport à des données beaucoup plus précises et calculées par rapport à ce jour du 6 janvier 1950. Donc, en effet, voilà comment le processus météorologique de prédiction fonctionne. Maintenant, quand on fait de la comparaison, c'est-à-dire que lorsqu'on compare les moyennes de température en essayant de remonter le temps, là, ça commence à poser problème. Parce que si on commence à remonter au 19e siècle, on a déjà des sciences météorologiques, mais elles étaient beaucoup moins précises que celles que nous avons aujourd'hui. Et si on remonte encore plus loin, 18e, 17e, 16e siècle, là encore, les données sont de plus en plus rares. Si bien que pour établir une sorte de schéma, une sorte d'imagerie des météos qui ont pu avoir lieu pendant ces siècles, eh bien on va tout simplement essayer de compiler des informations et là, reconstruire le modèle pour dire voilà, le 28 février 1789, on sait qu'il a eu tel temps, telle météo, à tel endroit. Par contre, en revanche, on n'a pas de données précises de température, on n'a pas de données précises de pression atmosphérique. Donc, on s'amuse à faire quoi ? Tout simplement à imaginer, à coller des modèles précis que nous avons à ces périodes. Et c'est à partir de là que des scientifiques vous disent voilà, nous avons établi des graphiques, des données sur la météo qui existait pendant ces siècles. Mais en réalité, ce ne sont que des données qui ne sont pas précises. Et pourtant, c'est ces mêmes données aujourd'hui que certaines personnes utilisent pour vous prouver que nous subissons un réchauffement climatique. Donc déjà, on peut dire que là, c'est un petit peu faussé. Vous avez ensuite le fait que pour le grand public, pour l'opinion, on doit absolument vendre le réchauffement climatique. Alors, encore une fois de plus, là je précise, je ne suis pas contre l'idée du fait qu'il y a un changement et que ce changement peut avoir en effet des conséquences sur la météo, sur l'intensité que peuvent avoir certains phénomènes. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que certains phénomènes météorologiques aujourd'hui sont un peu plus brutaux, voire sur du court terme, mais beaucoup plus violents. C'est-à-dire que si il y a 10 ou 20 ans, on avait des périodes de neige sur 1 ou 2 semaines, là on va peut-être avoir des périodes neigeuses sur 2-3 jours, mais de façon beaucoup plus intense. Alors, c'est pas vrai partout, mais je dis simplement, c'est que c'est à prendre en considération. Mais ce qui est assez amusant, c'est de voir que pour l'opinion, on vulgarise des données scientifiques de telle manière à servir en effet la sauce de l'idée du réchauffement climatique. Parce que derrière, ceux qui vous vendent le réchauffement climatique, en réalité ne font que vous vendre un marché. Le marché de l'éolien, qui je rappelle est un marché en France et en Europe qui est un marché subventionné. Et comme tout marché subventionné, ça permet à des entreprises de se faire du pognon sur votre dos. Puisque je rappelle, l'argent subventionné, c'est de l'argent qui vient de vos impôts. Indirectement, mais qui viennent quand même de vos impôts. Idem pour des développements de champs photovoltaïques, où malheureusement on se rend compte que finalement on a rasé des arbres et que le fait que ces champs soient désormais exposés au soleil, la réverbération et la captation de chaleur des sols est plus importante que lorsqu'on a des arbres.
Quand il y a des arbres, il y a un effet d'ombrage, donc le sol est moins soumis à des rayonnements solaires et donc possède une température plus tempérée. Or, pour installer des panneaux solaires ou des champs de panneaux solaires, eh bien, on augmente la chaleur des sols. Et vous savez aussi bien que moi que les panneaux solaires, c'est bien gentil, mais arrivé à une certaine température, ça peut avoir un petit problème d'instabilité structurelle. Donc c'est du marché qu'on vous vend. Parce que la véritable écologie, si elle était véritablement respectée, elle ferait en sorte déjà de lutter contre les pollueurs. Or les pollueurs, surtout les pollueurs industriels, même s'ils font des efforts pour satisfaire parfois certaines idéologies, il n'en reste pas moins que la société de consommation, que dis-je, la société d'ultra-consommation, tant qu'on ne la remettra pas en question, eh bien, j'ai envie de dire, tous les Rousseau, écologie, Europe les Verts et compagnie, c'est étrange, vous remarquerez que dans leur discours, alors oui, ils vous disent qu'il faut arrêter de manger de la viande, par exemple. Mais le problème, c'est pas la viande. Le problème, c'est la surproduction pour permettre d'alimenter la grande distribution et donc la surconsommation. C'est-à-dire que dans la compétitivité commerciale des supermarchés, des hypermarchés, eh bien, on produit 10 fois trop, mais parce que ça permet de faire fonctionner la concurrence. Alors que là, on vous installe 3, 4 hypermarchés, il suffit qu'il y ait 2 hypermarchés, suffirait amplement à servir, à alimenter, à vendre ce dont la population, ce dont le consommateur a besoin. Mais non, on est dans des modèles de surconsommation, parce que derrière, vous avez des intérêts économiques, de profit, de chiffre d'affaires, concurrentiel, libre marché, etc., etc. Sauf que les écologistes, vous remarquerez que dans leur discours, c'est pas à quoi ils s'attaquent. Bref, c'est un long débat, on peut débunker énormément d'arguments de ces écologistes pour démontrer qu'en réalité, ce sont plutôt des affabulateurs, des acteurs, mais qui ne sont en réalité pas des véritables écologistes à proprement parler. Donc tous ces phénomènes, alors après il y a d'autres phénomènes dont j'ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, le problème de l'axe de la Terre qui n'est pas stable, qui oscille, le fait de l'exposition au rayonnement solaire, le fait de l'activité du rayonnement solaire, le fait de tous ces phénomènes cosmiques aussi qui ont leurs influences sur notre climat. Le fait d'activité volcanique, le fait, oui parce que je viens juste de rater le feu vert, le fait d'activités naturelles qui, dans leur intensité, peuvent aussi avoir des effets, des conséquences sur le climat. Alors, des conséquences locales ou voire même mondiales. Mais ça, pareil, ça c'est des choses que l'on occulte volontairement dans l'esprit de l'opinion, parce qu'on ne veut pas que l'opinion, justement, à un moment donné, se pose la question, mais dit, attendez, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de nous vendre, en fait, du business. Vous n'êtes pas en train de nous vendre un réchauffement climatique. Il y a un changement climatique, mais dans ce cas-là, si c'est un fait, eh bien, adaptons-nous. Changeons nos façons de construire, changeons nos façons d'urbaniser, changeons nos façons de concevoir des normes. Faisons évoluer les normes. Mais là aussi, le problème, c'est que vous allez être confronté à ceux qui tirent profit des normes. Si vous augmentez les normes, si vous interdisez des constructions dans des endroits ou dans des zones qui aujourd'hui sont considérées ou étaient déjà considérées par nos anciens comme des zones inondables, mais parce que ça fait 30 ou 40 ans qu'il n'y a pas eu d'orage intense dans la région et que du coup les eaux pluviales n'ont pas été décuplées et que tout d'un coup la rivière devient torrent et le torrent devient
fleuve, avec évidemment toutes les conséquences destructrices que ça apporte, à l'urbanisme, cet urbanisme qui s'est développé ces 20 dernières années et qui a eu parfois, par des effets de corruption, par des effets de modification des normes ou de modification de cadastres. Des cadastres, par exemple, qui, il y a 30 ans, déclaraient des territoires ou des terres en zone inondable. Mais parce qu'il y a eu des changements, etc., et que ça fait depuis 40 ans qu'il n'y a pas eu d'inondation, et bien tout d'un coup, du jour au lendemain, hop, le terrain est devenu constructible. Sauf le jour où, évidemment, un phénomène naturel qui a été connu par nos anciens il y a peut-être 50, 60 ou 70 ans, eh bien, se renouvelle et nous rappelle ce que c'est que la loi de la nature. Sauf que malheureusement, l'urbain se croit au-dessus de la nature. Et que par conséquent, l'urbain, surtout quand il y a des aspects économiques, des aspects sociaux, politiques, eh bien, il se croit supérieur à la nature. Il se croit capable de dompter la nature. Sauf le jour où la nature lui rappelle qui est the king, qui est la reine. Donc le changement climatique, ok, mais dans ce cas-là, adaptons-nous. Soyons plus cohérents, soyons plus dociles avec la nature et évitez peut-être encore des drames que l'on mettra sur le dos du changement, du réchauffement climatique. Ce même réchauffement climatique qui, à un moment donné, va aussi permettre le développement de quoi ? Le développement de la taxe carbone, du pass carbone, qui va pouvoir justifier peut-être à un moment donné, certains, de dire vous êtes des pollueurs, vous émettez trop de CO2, donc on va prendre le contrôle de certains outils, de certaines libertés, liberté de propriété, liberté de posséder, pour mieux contrôler votre émission de carbone. On vous interdira d'acheter des voitures parce qu'on veut avoir le contrôle sur l'usage que vous avez de la voiture, et si vous en faites un usage excessif, si vous dépassez votre quota carbone. On va vous interdire d'être propriétaire d'une maison. Ce sont l'élite, les riches, qui posséderont à votre place et mettront à votre disposition. Mais ils mettront à votre disposition sous des conditions d'un usage bien précis, bien spécifique, qui correspondra aux règles, aux normes, aux codes d'émission de carbone. Et on peut étendre cet exemple à plein d'autres choses dans les modèles de société de consommation. Qui plus est, en plus de ça, justifier la chose en disant que c'est un moyen aussi de compenser les pays qui sont en voie de développement. Et vous comprenez que eux, on ne peut pas les restreindre, on ne peut pas les contraindre. Et qu'à partir de là, c'est vous en fait qui devront compenser l'émission de carbone, compenser le contrôle de l'émission de carbone à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les politiques écologiques, carbone, européennes, voire occidentales d'une manière générale, sont mises en place pour compenser le fait que la Chine, l'Inde, tous les pays qui sont en voie de développement, peuvent continuer à polluer parce que c'est leur modèle économique qui est en jeu. Donc vous voyez, encore une fois de plus, tout ça c'est de l'arnaque finalement. Alors encore une fois de plus, pour terminer, je rappelle, je ne nie pas le fait qu'il y a un changement climatique dans certains domaines, dans certains aspects. Mais dans ce cas-là, adaptons-nous. Dans ce cas-là, soyons prévoyants, soyons humbles. Mais malheureusement, ceux qui vendent le réchauffement climatique, je vous le dis, je vous le répète, vendent en réalité des modèles économiques. Ils ne vendent pas de l'écologie. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.